bonjour, je m'appelle Luc Vincent. Là, j'ai choisi le mode, le dressing code hybride. Hein. Je suis avec le sweatshirt parce que je descends de voyage et je commençais à perdre ma voix. Donc, juste pour m'excuser, enfin, je vois qu'il y en a qui ont fait les mêmes choix. Donc, voilà. Donc, pour ma part, je suis expert en cybersécurité depuis 25 ans maintenant, ça ne rajeunit pas. J'ai commencé par les couches basses, bas niveau, sur Matra à l'époque, Thomson. Et puis ensuite, chef de projet, j'ai travaillé dans le réseau, développé des cartes réseau pour piloter des équipements radio, enfin bref. Et donc voilà. Donc ingénieur donc à la base, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'était ça le message. Hein. Et puis aussi, ben, je pense que vous suivrez la même voie quand vous prendrez de l'âge. C'est qu'à un moment donné, il faut que l'ingénieur sache parler à ceux pour lesquels il travaille. Ce matin, dans la réunion, on vous a dit que la passion de la cybersécurité, la passion de l'informatique, c'était le moteur. C'était le moteur. Et qu'il fallait avoir un guide qui était le volant, c'est-à-dire le sens dans lequel on travaille. Et puis ensuite, on a parlé de la loi, s'agissant de la souveraineté, qui là est le code qui permet que doit suivre la sécurité, ce qui est interdit, là où on ne doit pas aller, les limites qu'on peut franchir, etc. Donc voilà. Et le sujet de notre table ronde, c'est l'intrication. On a volontairement utilisé ce mot entre la cybersécurité, l'aérien et l'espace. Nous avons là des personnes, on vous donnera les différences hein, pour que vous ayez un schéma donc de ce dont on parle. Et l'intrication parce que aujourd'hui, quand on vous parle de satellites, quand on vous parle de ballons, quand on vous parle de drones, que ce soit de haute altitude ou des drones qui évoluent pour des raisons opérationnelles qui vont être évoquées pratiquement au ras du sol, ou pour de la reconnaissance s'agissant de, comment dirais-je, de fouilles, qu'elles soient archéologiques, minières, dans l'agriculture, etc. On a de plus en plus un espace aérien et spatial qui se dentifie avec son corollaire, le logiciel. Et lorsqu'on voit les enjeux, on en a parlé ce matin en matière de souveraineté et de géostratégie, on se rend compte que ces éléments qui captent des informations et qui les redistribuent sont des enjeux énormes pour les pays et parfois pour les entreprises. Donc pour répondre à ce challenge, on a sorti des pointures. Donc je voudrais vous présenter le général Barbe, que je laisse vous dire ce qu'il veut bien vous dire sur son profil, son expérience, etc. Il a fumé le micro pendant 1 heure, tu sais ça. Rapidement, vous m'entendez bien là? Ouais. Moi, je suis ancien militaire, je fais une 40aine d'années hein, dans l'armée, où j'ai essentiellement dans les postes opérationnels, évidemment, comme beaucoup de militaires. Et j'ai fait en fait, j'ai assisté participativement à la transformation digitale des armées, voilà, depuis 40 ans, et avec les dernières années 90, vous n'étiez pas né, je pense, où effectivement, on a vu Internet arriver et tout ce qui est web arriver. La fameuse 3e révolution industrielle, voilà. Donc on a subi ça plein choc dans les armées quand même, on a un peu subi, puisqu'on était très télécom. Et puis on a vu arriver la cyber quelques années plus tard, et la cyber a remis une couche hein, de compréhension avec des enjeux encore différents, sachant qu'en multinational, on n'a pas la souveraineté, il y a plein de sujets. Voilà. Donc j'ai fait pas mal d'années là-dedans, dans le numérique, la cyber, les télécoms. J'ai fait quelques opérations quand même, j'ai une vision un peu... J'ai construit un peu la cyber dans les armées, avec à côté ici, plus d'autres, hein, en 2009, pardon, celle des armées. Et ensuite, j'ai un peu pratiqué en opération, mais très peu. Mais j'ai une vision très opérationnelle, si on veut, de la cyber, que j'essaye de redonner maintenant à des entreprises qui sont vraiment confrontées à un problème de cyber, ne sachant pas comment prendre ce sujet-là, en fait, souvent. Il y a plein d'experts dans plein de domaines, mais en final, la problématique, c'est comment une entreprise ou un chef d'entreprise appréhende ce sujet de la cyber. Parce qu'il y a plein de domaines, on en a parlé un peu, il y a plein de domaines dedans. Donc pour revenir un peu au sujet du satellite, là, c'est vrai que les câbles sous-marins, c'est le moyen nominal aujourd'hui pour transporter l'information.
Mais les satellites fait partie de l'architecture des télécoms, des armées depuis longtemps. Voilà. Juste pour l'introduction, et puis on en parlera un peu après. Bien. Et il ne vous le dit pas, mais notre pays délègue donc des personnes qui ont été au service de l'institution pour aider d'autres pays et les sensibiliser, voire les responsabiliser à la problématique cyber. Donc ce sont des pays avec lesquels nous entretenons depuis très longtemps des relations. Et cette raison n'est pas que, comment dirais-je, que désintéressée. Comme nous le disions ce matin, le cyber a cette particularité qui donne un don d'ubiquité. C'est-à-dire que des relations, des amis, des alliés qui seraient trop faibles peuvent, par le biais des communications, des infrastructures que nous avons chez eux, des entreprises, des représentations que nous avons chez eux, représenter un point de vulnérabilité. Donc il faut savoir, il ne le dit pas, mais il faut savoir aussi que la France, par les personnes qui ont servi l'institution, professe pour aider à l'élévation du niveau de sécurité pour un monde, sinon plus sûr, au moins un peu plus calme. Nous avons aussi le général Tisser qui nous a fait l'honneur d'être là et je vais le laisser se présenter à son tour. Merci, mon général. Merci, bonjour à tous. Donc Didier Tisser, moi je suis rentré il y a une trentaine d'années à peu près dans l'armée de l'air. Et puis j'ai eu un parcours concernant les systèmes d'information au sens le plus large possible, donc les radars de défense aérienne, les systèmes de commandement et de conduite d'opération avec les avions, la simulation technico-opérationnelle pour planifier des opérations, les tester. Et puis après, je suis allé dans l'interarmée, je suis allé à l'OTAN aussi, donc une carrière assez variée. Et alors pas point d'or parce que tous les passages sont intéressants, mais ce qui nous intéresse peut-être davantage, c'est que j'ai eu cette chance en 2019 d'être dans l'équipe justement qui a créé le commandement de la cyberdéfense. Alors en effet, comme Charles Barbe l'a dit, ça fait de nombreuses années que le cyber s'est développé, depuis la sécurité des systèmes d'information, le chiffre, mais à un moment, il y a une création d'un commandement, et donc j'étais à ce moment-là, et puis après, donc, on a bâti énormément de choses, et au-delà, et justement, c'est ça qui est intéressant, moi aussi, donc, j'ai un diplôme d'ingénieur, et puis je suis fait l'ENSTA, recherche opérationnelle, mais derrière cette technologie, en fait, c'est l'emploi, comme vous l'avez dit, c'est l'emploi qui est très important. Et moi, je vous parlerai beaucoup justement d'opérations, d'utilisation opérationnelle, de manœuvres dans le cyberespace, manœuvres dans l'espace. Et c'est fondamental, en fait, parce qu'il y a derrière toujours une finalité métier, une finalité opérationnelle. Et c'est ça qui est très important, quoi. Parfait. Notre troisième intervenant, que je remercie, qui a accepté de répondre au pied levé en remplacement d'une amie qui est aussi dans l'industrie spatiale, mais qui n'a pas pu. Donc c'est Julien Gottfried qui a... c'est le Benjamin de la tablée, mais qui a déjà un beau parcours que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Effectivement, ça ne vous a pas échappé que je suis le plus jeune et donc probablement le moins expérimenté. En tout cas, j'ai le moins d'étoiles aux épaules. Donc moi, j'ai pas une expertise à proprement parler, mais je suis plus un touche-à-tout. J'ai un parcours, une formation en géopolitique, affaires militaires, relations internationales, qui m'a mené dans des services de renseignement de l'état-major des armées, en analyse stratégique et prospective, dans de l'intelligence économique pour l'industrie de défense, dont la cyber et le spatial. Puis après, j'ai bifurqué sur la transformation numérique pour différents ministères, pour une grande entreprise de conseil numérique. Et ça m'a mené aujourd'hui à être formateur dans le domaine du serious game, donc c'est-à-dire formé par des jeux que je conçois avec mon équipe, donc des wargames, des simulations, des jeux de rôle, pour former en l'occurrence les futurs grands chefs militaires à l'école de guerre, les diplomates au Quai d'Orsay, les chefs d'entreprise où qu'ils soient et les collectivités locales avec différents outils donc sous la forme de jeux. Voilà. Alors je voudrais rebondir sur un élément qui a été précisé. En matière de serious game, vous savez, vous êtes de cette génération, donc vous savez ce que c'est et à quoi c'est utile. C'est qu'en fait, ce sont des jeux qui architecturent à la fois les personnes, des organisations, des jeux vidéo, et qui peuvent descendre jusqu'au niveau technique avec ce qu'on appelle des cyber range, vous en avez entendu parler. Ce sont des réseaux reconstitués virtuellement sur lesquels on va pouvoir lancer des bibliothèques d'attaque, ou alors on va avoir des attaques qui vont être lancées pour tester la capacité de réponse de l'entreprise du niveau technique jusqu'au niveau stratégique. Oui, vous aviez une observation ? Alors, tout ce qui est serious game, war game, dans
Et ce que je me demandais, c'était comment la réalisation d'un wargame, d'un serious game, dans le milieu de la cyber et dans le milieu aérien, parce que c'est un peu peut-être compliqué de modéliser ce genre de problématique dans la troisième dimension. Alors, première nuance. Nous présenter au pied du podium, je ne suis pas d'accord. J'ai été en société de service, j'ai régulièrement participé au Serious Game organisé à l'école militaire depuis un certain temps. Donc, ce sont des choses à propos desquelles l'institution se pose de vraies questions et a même porté le sujet auprès des entreprises, puisque j'ai eu la chance et l'insigne honneur pour ce qu'on appelle des OIV, des organisations d'importance vitale, d'être sollicité via l'ANSSI pour organiser des exercices nationaux qui mettraient en cause, je le dis comme ça, hein, il n'y a pas de, je ne révèle aucune information confidentielle, de l'énergie, de l'électricité, des télécoms, des transports, etc. Donc, c'est... il faut pas s'auto-flageller, j'allais dire French bashing. Il ne faut pas s'auto-flageller, ce n'est pas vrai. Les choses, on connaît toujours une phase d'expérimentation et de préparation pour une mise en ordre de bataille. Hein. Et ensuite, une fois que les méthodes, les principes et la doctrine sont dégagés, alors on commence, pour ce à quoi j'ai assisté, on commence à l'implanter dans des organismes tels que le CLUSIF, tels que l'ANSSI, puis sur nos OIV, avant aujourd'hui de commencer à en faire des exercices qui vont devenir aussi importants que les exercices de plan de continuité d'activité, vous savez, où on simule qu'on a perdu les données, etc., et qui sont exigibles chaque année dans les entreprises. Donc, comment dirais-je, ne pensez pas que nous sommes faibles de ce point-là. Ce sont des choses qui, naturellement, s'agissant de certains domaines, ne sont pas largement publiés, mais qui font l'objet d'exercices réguliers. Vous voulez ajouter un mot ? Oui, peut-être pour compléter, mais certainement vous aurez des éléments. En fait, il y a plusieurs types de simulations. Vous avez des simulations technologiques. Et là, justement, on simule un environnement, un ordinateur, un serveur, un réseau. Et là, on va essayer de générer un trafic, on va essayer de simuler une attaque, on voit comment on défend. Donc, c'est plutôt des techniciens. Mais on a aussi, et moi, pour y avoir fait il y a 15 ans, 20 ans, justement, c'était ma spécialité, où je programmais justement la modélisation d'un certain nombre d'un avion, d'une interaction entre un système de défense solaire, un avion, et ainsi de suite. Donc, vous avez plutôt une simulation opérationnelle pour entraîner les opérationnels. Donc, il y a des simulations très larges ou même des simulateurs de vol. Là aussi, c'est une simulation plus opérationnelle. Donc vous avez après dans certains domaines simulation technique opérationnelle. En revanche, en effet, ce qui manque, et c'est d'ailleurs pour ça justement qu'entre le wargame ou le simulateur technique technologique, ou simulateur physique, en fait, les chefs ne s'entraînaient pas. Parce que le principe de base, c'est que je suis chef, donc je sais tout. Et non, en fait, le chef, il faut l'entraîner aussi. Et justement, on a parlé un peu de serious game pour dire c'est du sérieux et vous avez besoin d'être mis en situation. Donc là, en effet, sur ce point-là, je pense que le côté serious game, entraîner les chefs avec des outils, assistés par ordinateur, il n'y en avait pas tant que ça. Donc ça, c'est quelque chose où, en effet, on rattrape et on est très fort, en effet, dans pas mal de domaines. Et donc c'est peut-être là où, en effet, les anglo-saxons étaient peut-être en avance par rapport à ça, quoi. Oui, tout à fait. Vous avez écouté le collimateur, le dernier épisode. Non, mais... C'est ça. Non, mais les outils existent. Hein. Après, c'est vrai, la sensibilisation, c'est du temps. Les entreprises, ce que je remarque, les entreprises, c'est du temps. Et trouver le temps pour la chef d'entreprise de cybersécurité, là, tout à l'heure. Il faut vraiment, quand on a 5 minutes pour lui parler, il faut savoir lui parler de cybersécurité. Le sujet, il est là, quoi. Parce que si le patron ne comprend pas les enjeux en un quart d'heure, ce n'est pas la peine. Ça ne fonctionne pas. J'ai eu le cas à l'armée de terre où effectivement c'est extrêmement long pour persuader des patrons qu'il y a un problème de cybersécurité. Il faut parler de business impact. Il n'y a pas d'impact sur le business, le métier. On ne sait pas parler de ça, on ne sait pas parler de risque avec un patron. Le problème technique, il y en a d'autres. Hein. Il y a un problème technique RH, financier, recrutement. Donc il faut savoir leur parler assez rapidement. Et les exercices, c'est un bon moyen de leur parler, mais il faut qu'il y ait du temps. Et pour les états-majors, pour terminer un peu ce cas, l'armée de terre, moi j'étais à l'armée de terre, hein, on va parler des armées. On avait Janus il y a quelques années où on entraînait vraiment les états-majors. Les gens étaient derrière leur ordinateur comme s'ils étaient dans un poste de commandement. Tout était simulé, ils ne voyaient pas, mais ils étaient en tenue de combat comme s'ils étaient un PC normal. Mais ils avaient toutes les missions qui étaient implémentées dans le simulateur. Et ça, c'est un vrai métier, la simulation quand même. Hein. C'est pas du SI non intelligent, quoi. C'est SI intelligent, donc on fait ça. Et tous les PC, les états-majors de haut niveau dans les armées maintenant font des gros exercices dans lesquels l'état-major est en situation. C'est-à-dire, et il y a une phase dans laquelle on fait de la résilience, hein. On fait du PRA, du PCA, on coupe les réseaux et on apprend à travailler sans réseau, sans système d'information.
C'est l'enjeu aujourd'hui. Ça, c'est un type d'exercice. Après, un deuxième type d'exercice, c'est vraiment, ce que disait tout à l'heure Général, c'était, là, c'est technicien entre eux, quoi. C'est attaque-défense, Red Team, ce qu'on connaît déjà, quoi. Exact. Team, c'est ce qu'on appelle les cyber range ou les comment dire. Mais l'enjeu, c'est vraiment sortir de la cyber, des mains des techniciens, d'experts. Il y a assez d'experts comme ça, même s'il n'y en a pas assez à mon niveau. Mais il faut vraiment sortir de ce domaine-là. Ouais. Le message qui vous est fait passer, c'est que jusqu'à un certain âge, quand vous serez convoqué dans des comités de direction ou des comités exécutifs, s'il y a un sujet particulier, vous arriverez avec vos notes, vous aurez 5 minutes. Vous aurez 5 minutes pour parler du problème. Et vous avez intérêt à être compris. Si vous parlez IP, si vous parlez... Là, c'est bon, c'est perdu. Donc, vous aurez 5 minutes pour parler à des gens qui ont des... faut pas non plus... qui ont des tas d'autres problèmes tous les jours. Dont le métier, dirigeant d'entreprise, ou à des fonctions de commandement, est de prendre des risques tous les jours. Et vous serez appelé pour parler et lui expliquer le risque qu'il y a à ne pas décider. Et vous arriverez, en général, on vous le conseille sur un standard avec 3 options. Donc, les jeunes ingénieurs que vous êtes, j'insiste sur le point qui a été soulevé par le général Barbe, il vous faut apprendre à rédiger et à parler à des gens pour lesquels la cyber, ça coûte de l'argent. Et si on peut s'en passer, tant mieux. Donc, gardez ça en tête quand vous entrerez en entreprise. Quand on vous appellera pour parler dans des réunions, préparez-les bien et soyez courts. Bref, ne faites pas de marketing de la peur, ils sont habitués. Vous savez, un chef d'entreprise qui gère des budgets de plusieurs centaines de millions, vous allez vous parler de faire tomber le serveur. Mais oui, mon garçon. Donc, soyez attentifs à ça. Alors, pour continuer notre propos, je voudrais, s'il vous plaît, Général Tisser, pour les béotiens que nous sommes, bon, j'ai travaillé le sujet, mais si vous pouviez en quelques mots nous décrire la représentation qu'on doit se faire de l'espace, de 0 à 10 000 mètres, de 10 000 à 20 000, au-delà, etc., pour que nous puissions aborder le moment où les enjeux deviennent critiques pour un pays parce que les lois internationales sont floues ou aujourd'hui décrètent que c'est ouvert à tout le monde, s'il vous plaît. Oui. Alors, pendant longtemps, en effet, ça a été lié à la capacité à pouvoir maîtriser l'espace, donc la capacité des avions. En fait, déjà, au début, il n'y avait pas d'avion, c'est pareil, il n'y a pas de bateau non plus. Donc, on s'est rendu compte que petit à petit, la capacité technologique humaine à maîtriser un espace a fait que quand on maîtrise un espace, on veut se l'approprier. Et on ne veut pas que les autres puissent travailler dessus. Et après, on en vient justement avec la technologie où on veut récupérer chacun des espaces, l'espace maritime. En fait, tout le monde, ceux qui avaient des flottes, voulaient les récupérer. Et puis, l'espace aérien et puis l'espace exo-atmosphérique. En fait, on a dû mettre en place des règles, de dire, voilà, au bout de tant de kilomètres, et ben voilà, il y a les eaux nationales. Après, c'est les eaux internationales. Et pareil, en effet, en matière d'espace aérien et d'espace spatial, on va dire, où on définit des tranches. Donc après, alors en effet, il y a toute une littérature, parce que derrière, il y a du droit. En fait, il y a du droit national, il y a du droit international. On rentre dans un espace aérien. Quand vous rentrez dans l'espace aérien français, vous voulez, je sais pas, les avions de ligne ou ainsi de suite, ils sont dans un espace qui est contrôlé par la France et n'importe qui ne peut pas rentrer. Et si quelqu'un n'a pas été annoncé, eh bien à ce moment-là, justement, l'armée de l'air, elle fait décoller les avions de chasse pour venir les intercepter, parce que ça peut être une menace. Et cette menace, pendant longtemps, elle a été un peu théorique, mais on l'a vu justement avec le 11 septembre. Là, ça a été très, très concret quand des avions se sont écrasés sur les tours jumelles, où justement l'espace aérien a été violé et on a produit, les terroristes ont impacté cela. Donc en fait, il y a une structuration qui se fait par les pays, qui se fait aussi de manière internationale. Il y a des organismes qui permettent de réguler l'utilisation qui est faite de ces espaces, de l'espace aérien, ou autrement donc de l'espace exo-atmosphérique. Alors après, j'ai plus tout à fait en tête, mais en fait, on est en effet au bout de 10 000 km. Enfin, on voit à peu près. Excusez-moi, de ce que j'ai lu, vous allez me dire si j'ai bien appris ma leçon. De 0 à 10, on considère les franges ne sont pas nettes, que c'est le civil. Entre 10 et 20, là, on est sur des capacités d'aéronefs quand même qui sont assez spécifiques. Tout le monde connaît U2. Tout le monde a entendu parler ces derniers temps du MiG-31. Le U2, c'est le fameux avion américain qui survole l'URSS et qui se fait abattre, repris avec bonheur par un groupe de musique. Ensuite, vous avez le MiG-31, les ballons. Qui aurait cru ?
Ça existait depuis un certain temps, mais là, il faut avouer quand même que ça a pris une, comment dirais-je, une importance, les ballons, donc jusqu'à 18 000, et au-dessus, entre 20, 25, disons, et 100 km, eh ben, de ce que j'ai cru comprendre, la législation n'est pas tout à fait claire. Alors que les règles disent que ça appartient encore à notre espace. Donc l'image que moi je me fais, et je suis volontairement tranché, c'est qu'en fait, on est à ciel ouvert. Et qu'au-dessus, entre les satellites, etc., ben, c'est un peu comme si on habitait dans des maisons avec des toits transparents et donc que tout le monde puisse avoir... C'est ça, les satellites alors géostationnaires à 36 000 km ou d'autres, avec notamment les constellations. Aujourd'hui, justement, avec des satellites ou des avions qui ont une capacité à voler haut et au-delà, justement, de ce qui est considéré comme étant l'espace aérien d'un pays, eh bien, il peut se permettre de faire ce qu'il veut, quoi. Il peut se permettre de regarder, il peut se permettre éventuellement d'agir. Et justement, on l'a vu, et c'est un peu ce qu'on appelle les espaces communs. Justement, tout ça, c'est codifié de plus en plus au travers de l'OTAN, au travers de l'Union européenne, pour savoir comment on peut agir dans ces espaces-là. Est-ce qu'ils sont régulés, oui ou non? Fut un temps, on avait dit l'espace ne doit pas être militarisé. Donc on ne va pas mettre des missiles dans l'espace. On va mettre uniquement éventuellement des objets d'observation. Et on s'aperçoit de plus en plus, et notamment les Russes l'ont montré, qu'en fait, eh bien, il y avait des moyens potentiellement tirés depuis un satellite, des mobiles qui potentiellement pouvaient détruire d'autres satellites. Donc là, on est dans une action militaire ou une action cinétique qui peut justement détruire quelque chose. Donc, et c'est pareil, là, c'est des organismes internationaux, étatiques, qui se mettent derrière, même si après ils délèguent potentiellement à des agences qui vont s'occuper des aspects techniques. Mais on voit bien par exemple dans le domaine justement, et je me permets d'anticiper sur le cyberespace, justement l'espace aérien et justement la différence avec l'espace exo-atmosphérique, c'est qu'en fait on est dans un lieu accessible à tout le monde et dans lequel en fait il n'y a pas de loi, ou la loi c'est plus une régulation technique, et notamment justement dans le cyberespace en fait, qui est non pas imposée par des États, par des entreprises, par des acteurs qui construisent le cyberespace, Microsoft, Google, Amazon et tout ça, ils construisent le cyberespace, ils apportent des capacités cloud et ainsi de suite, et puis après tout ça c'est interconnecté, donc on va gérer la manière dont ça s'interconnecte de cela, mais on va réguler là-dessus. Mais en fait après il n'y a pas un propriétaire, il n'y a pas quelqu'un qui autorise ou qui n'autorise pas, et après on demande en effet à l'ONU, qui est le grand, on va dire, régulateur international, de pouvoir expliquer quel droit s'applique ou pas. Et pendant longtemps on s'est dit, mais le droit, est-ce qu'il s'applique au cyberespace? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi dans le cyberespace? Est-ce qu'on peut aller attaquer quelqu'un? Est-ce qu'on peut voler des données ou pas? Et puis si quelqu'un nous attaque et qu'on réagit et qu'on riposte, est-ce que c'est autorisé? Oui, non. Et là, il y a véritablement beaucoup de réflexions qui se mènent. Et on a coutume de dire que le cyberespace, en fait, il y a trois couches. Il y a une couche qui est très, je ne sais pas si ça a déjà été évoqué, mais il y a une couche qui est très matérielle, les ordinateurs, les serveurs, les fibres optiques, et ainsi de suite. Et puis après, il y a une couche logique. C'est tous les protocoles, c'est tout ce qui permet en effet techniquement un peu du logiciel, donc qui peut bouger. Et puis après, il y a une troisième couche qui est une couche en fait cognitive, informationnelle. Là, c'est les réseaux sociaux, où là, en fait, ce sont plutôt des idées. Et en fait, on voit bien que la partie très concrète, en fait, elle est posée physiquement quelque part. Donc le droit peut s'appliquer, il y a une territorialisation justement pour cette couche-là du cyberespace. Dans la partie logique, c'est plus compliqué, on voit les données qui sont dans des data centers, est-ce que c'est aux États-Unis, en France, le droit et ainsi de suite. Là, ça pose question là aussi, est-ce qu'on peut y avoir accès, oui ou non? Et encore plus sur les réseaux sociaux, là, finalement, on ne sait même pas finalement qui parle, qui exprime quelque chose, est-ce que c'est une bonne information, est-ce que c'est une fake news, est-ce qu'il veut influencer ou pas? Donc on a tous ces éléments-là, et cette structuration en effet d'espace commun qui aujourd'hui échappe un petit peu à des réglementations. On voit bien que beaucoup militent pour réglementer, mais souvent quand on parle de réglementation, en fait, c'est aussi une appropriation. Donc aujourd'hui, dans le domaine du numérique, par exemple, les Chinois sont très présents pour le normatif, parce qu'ils sont en avance, la 4G, enfin la 5G, pardon, sur d'autres trucs et tout ça. Et les Américains ont été très présents aussi, mais ils ne sont pas uniquement présents pour tout le monde. Ils sont aussi présents parce que ça leur permet d'influencer, de faire choisir justement des standards, parce que leur entreprise sont capables justement de produire ces éléments-là et les autres ne le sont pas. Et par exemple, les Américains qui ont freiné sur la 5G, c'est aussi parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas d'offre là-dessus. Et puis aussi, il y en a d'autres qui se disent, en plus, ce sont mes outils que je maîtrise. Et donc, si je maîtrise, je peux faire ce que je veux. Je peux en profiter pour aller regarder ce que font les autres, et ainsi de suite. Et c'est tout ce débat aussi qu'on a eu sur Huawei, qu'on a sur TikTok aujourd'hui. Est-ce que les Chinois récupèrent des données? Est-ce qu'ils font de l'espionnage? Est-ce qu'ils sont capables de faire du sabotage? Donc, derrière, on a tous ces éléments-là. Et en effet, aujourd'hui, le cyberespace, justement, comme il est très intangible, on comprend mieux ces problématiques, justement, de contraction de l'espace et du temps. Mais dans l'espace, on a un peu la même chose aussi.
et on n'est plus seulement sur des objets technologiques qui sont là, qui ont été administrés à distance, qui vont servir quelque chose. On est vraiment dans un espace fluide où les uns ou les autres peuvent avancer, peuvent agir, peuvent manœuvrer et peuvent mener des actions justement militaires ou pas, pour produire un effet. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est plus seulement dans une perception technologique d'un outil, d'une fonctionnalité, mais on est dans comment les États, comment éventuellement les forces de sécurité et les forces militaires vont utiliser cet espace de manœuvre pour agir, atteindre leurs objectifs en application, en déclinaison des objectifs politiques. D'autant, avant que je n'oublie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'est, y compris au niveau stratégique, jusque dans les conflits, il n'est pas que des États. On va prendre un exemple simple pour ne fâcher personne. Lorsque l'Estonie a été attaquée, il faut savoir que pendant quelques jours, c'est Google qui a hébergé toute l'infrastructure de l'Estonie. Donc, il devenait, pas un co-belligérant, mais devenait quand même un facteur déterminant qui permettait aux pays attaqués de continuer à... Donc, on voit qu'on a, et vous l'avez dans le titre, une intrication à la fois de technologie, d'espace physique, virtuel, ça a été dit, et d'acteurs, qui fait qu'on a une espèce, déjà lorsqu'il est statique, que tout est calme, on a une espèce de brouillard où aujourd'hui on essaye d'y voir plus clair. Mais pardon, Général Barbe. Je voulais effectivement te dire effectivement, les GAFAM, c'est aussi des game changers. Hein. Les GAFAM aujourd'hui, ils sont quand même un acteur majeur dans les conflits. Les États, ils pèsent aussi lourd ou moins lourd que les GAFAM. L'Ukraine, aujourd'hui, ils ont agi et qu'ils n'ont pas permis de l'Ukraine sans les GAFAM. Je pense que l'Ukraine n'aurait pas résisté un mois, enfin une semaine. Hein. Ils auraient été coupés de tout. Je pense s'il y avait 4500 attaques par jour, je crois, énorme, 6500 attaques par jour. Ils ont été entraînés du fait qu'il y a eu la guerre avant, et en même temps, je n'ai pas toutes les infos, mais a priori comme ça, sans les GAFAM, Microsoft, et Amazon et Starlink, je pense qu'aujourd'hui, toutes leurs données auraient été perdues et qu'ils n'ont pas pu se défendre. Déjà, les GAFAM interviennent. Sur Starlink, justement, on vous disait effectivement qu'au sol, on a de l'infrastructure, et qu'ensuite, il faut savoir qu'Internet, comme me le rappelait le général Barbe quand on préparait, il me dit, Internet, c'est à plus de 90% des câbles sous-marins, infrastructures terrestres. Et on a vu ensuite, après les premières attaques russes, que Starlink est venu restaurer une capacité des différentes villes et des différents états-majors, des différents acteurs. En tout cas, ce que Elon Musk a dit. Alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, ce qu'il a dit. C'est un très bon communicant, en tout cas. Là, le deuxième point, quand même, c'est l'histoire du droit dont parlait le général. C'est important aussi parce que moi, je fais beaucoup de cours à des Master 1, Master 2 techniciens, et que, quelque part, vous qui allez faire du CECOPS, je vous mets en garde quand même sur le fait que le droit privé, par exemple, je prends souvent l'exemple en disant c'est pas parce qu'une voiture est à la clé dessus, dans la rue, que vous avez le droit de la voler. Donc, il faut appliquer la même chose en cyber. C'est pas parce qu'un réseau est ouvert, vous avez le droit d'y rentrer. Donc, je vous le dis aussi, parce qu'il y en a qui oublient ça. Et ça fait beaucoup de soucis comme ça. Je me rends compte souvent des problèmes réglementaires avec des jeunes qui se retrouvent comme ça, pas en tôle, mais presque, avec des fois des sanctions assez fortes, hein, des récidivistes qui ne comprennent pas ça. Donc, vous êtes à l'école, il y a un peu d'éthique, la cyber aussi, il y a aussi beaucoup d'éthique chez les hackers. Hein. Il n'y a pas que les hackers éthiques, il y a aussi l'éthique chez les hackers. Donc ça, ce que dit le général existe. Hein. Moi, en tant que j'étais directeur d'une BU de cyber, et donc je formais les jeunes à tout ce qui est OSCP, etc., pentest. Et j'en vois un qui scanne un site fédéral américain, peu importe, je dis pas. Et là, je épouvanté, d'autant que de temps en temps, je vais faire des conférences là-bas. Et en fait, la réponse qu'il m'a faite, mais naturellement, il me dit, mais je suis un professionnel, je m'entraîne. Alors j'ai pris une longue inspiration, je lui ai dit, écoute, si en rentrant chez toi, tu trouves quelqu'un en train de crocheter ta serrure et qui te dit, je suis apprenti serrurier, je m'entraîne, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, bon, ben voilà, c'est la même chose. C'est important ce qu'on vous dit là, hein, parce que parfois, il y a des conséquences personnelles. Puis bon, il y a des pays, les États-Unis, hein, soyons clairs, de l'autre côté, je ne vous en parle même pas, mais pour ce qui est concevable dans nos esprits, ce ne sont pas des poètes. Hein. Quand vous passez devant les tribunaux, parfois, pour nous, ça dépasse, la sanction dépasse l'entendement. Donc, là, je le dis, je l'ai vécu, donc soyez vigilants là-dessus. Il y a de l'éthique et vous avez suffisamment de sites virtuels qui vous permettent de vous entraîner et qui vous applaudissent quand vous réussissez.
La preuve, vous avez votre école même qui organise des challenges. Je voudrais que Gottfried puisse rebondir sur... Julien, pardon, puisse rebondir sur ce qui a été... Oui, donc plusieurs éléments. J'ai vu des yeux un petit peu dubitatifs sur le U2. Un peu au-dessus du U2, un petit peu plus tard, c'est le SR-71 Blackbird. C'est l'avion du professeur Xavier dans les X-Men. Okay, c'est des avions qui volent assez haut, assez vite. Et au-dessus, il n'y a pas grand-chose qui peut voler. Il faut attendre très très haut pour qu'on ait des satellites. Et il y a eu un colloque il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois, à l'école militaire, organisé par le Centre des études stratégiques aérospatiales, le CESA, qui, grosso modo, les généraux de l'armée de l'air et de l'espace laissaient entendre que, effectivement, la haute atmosphère, on n'est pas encore dans l'espace, mais dans la haute atmosphère, c'est un Far West, où un peu n'importe qui fait ce qu'il veut s'il en a les moyens, et qu'aujourd'hui la France n'a pas les moyens de faire respecter sa souveraineté dans cet espace-là, parce que les Rafales ne peuvent pas aller aussi haut, les missiles portés par le Rafale ne peuvent pas aller aussi haut, et qu'on n'a pas tout simplement investi dans des armes capables d'intercepter ce qui pourrait se balader aussi haut. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, sur les ballons. Dans la presse grand public, il y a eu cette affaire des ballons chinois au-dessus des États-Unis. Il y en avait 3, il y en a 2 qui ont été médiatisés, le 3e, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Il est probablement tombé dans le lac Michigan et on ne sait pas trop ce qu'il en est sorti. Ces ballons-là, il y en a plein. Comment les États-Unis s'en sont rendus compte? Ils s'en sont rendus compte parce qu'en fait, les gens l'ont vu sur le plan optique, on l'ont rapporté, et l'armée, l'US Air Force a été obligé, enfin le NORAD, tout ça, ont été obligés de réagir. Ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'en fait, la sensibilité de tous leurs radars était beaucoup trop exigeante. En fait, si vous voulez, les mailles du filet étaient trop larges. Ils se sont dit, on va régler tous les radars pour que la maille soit plus fine. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte de tous les petits poissons qu'il y avait dans leur filet, que leur espace aérien était truffé d'appareils volants. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ça faisait peut-être des années que c'était là. Donc il y a une histoire de réglage logiciel, on peut appeler ça comme ça, qui permet de voir ou de ne pas voir, d'intercepter ou de ne pas intercepter un certain nombre d'objets. Ce qui nous amène après à la guerre électronique, qui est le pendant en fait, c'est-à-dire que vous avez le cyber qui permet d'agir, je simplifie, d'un ordinateur sur un ordinateur. Et la guerre électronique, c'est un appareil embarqué sur un Rafale qui permet d'agir à distance sur un autre appareil. En gros, ou de brouiller un radar à terre, ou de brouiller un hélicoptère, ou de brouiller quelque chose. On est dans de la guerre électronique. Et on est, si vous voulez, presque dans la guerre, on appelle cinétique, c'est-à-dire vraiment le char qui roule et qui tire un obus et ça explose, c'est quelque chose qui a un effet matériel. Et entre le cyber et l'obus qui explose, on a ce champ-là, qui est la guerre électronique. Donc le cyber, en fait, est ce premier élément qui va nous permettre de faire de la guerre électronique ou d'avoir des effets cinétiques vraiment en bout de chaîne. Et ces effets-là, ils peuvent passer par le dérégler des stations de commandement de satellites. Si on pirate une station qui commande l'orbitation d'un satellite, on le fait quitter son orbite, et soit par le bas, il se fait attirer par la Terre, il se désintègre dans l'orbite basse, en rentrant dans l'atmosphère, soit il est éjecté dans le système solaire, et du coup, on a désorbité un satellite, simplement en faisant éjecter un petit peu de gaz pour qu'il change sa trajectoire. Voilà, donc on est là en plein dans le sujet, à savoir qu'on peut, par des moyens cyber, vu que tous ces éléments-là, que ce soit des satellites, des ballons, des avions de reconnaissance, des drones de haute altitude, HALE, qui peuvent rester pendant des heures, 24 heures, ce que l'être humain dans un avion peut difficilement faire, et pratiquement voler au-dessus de zones au-delà de la capacité d'interception, on a tous ces éléments-là qui collectent de l'information. Et donc, il se pose aussi la problématique de la protection de ces données quand ce sont nos engins, et voire de l'aveuglement, que ce soit un satellite ou de la mise hors service de l'équipement qu'on veut neutraliser. Je vous en prie. Oui. Et alors justement, dans ce domaine-là, ce qui est intéressant à bien voir, c'est qu'en fait, ce sont ceux de l'information qui est traitée par le numérique. Et le numérique, en fait, il faut voir un ordinateur, un réseau, c'est conçu pour échanger des données, justement, et les traiter. Et donc, en fait, tous nos systèmes, nativement, ils sont conçus pour échanger des données. Et en fait, justement, pour protéger cela, il va falloir empêcher certains de rentrer pour pouvoir éviter qu'ils volent nos données,
qu'il fasse tomber le traitement, donc la capacité du système, qu'il le sabote, ou voire qu'il modifie les données. Et donc en fait, c'est presque contre nature par rapport à la conception de cela. Donc en fait, il faut à la fois permettre ces échanges entre satellites, du satellite au sol, avec l'avion et ainsi de suite. Donc là, faciliter l'interopérabilité, les différents protocoles, et à la fois les sécuriser pour que justement les autres ne puissent pas y aller. Et ça, c'est très complexe parce qu'en fait, et notamment justement dans le cyberespace, en fait, on ne sait pas trop qui est derrière. Quand vous avez un flux qui arrive, quand quelqu'un fait un ping entre guillemets autre chose, on ne sait pas réellement qui est derrière. D'autant plus que justement, dans le cyberespace, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça, on le voit tout naturellement. En effet, les réseaux sociaux ou ailleurs, en fait, avec un alias, Alice au Pays des Merveilles. Et puis derrière, c'est un barbu qui est là et c'est pas Alice du tout, quoi. Donc en fait, j'ai rien contre les barbus, hein, voilà. mais c'est pour dire qu'on peut masquer beaucoup de choses et qu'on le sait pas. Et donc justement, il faut intégrer cela. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui fait que voilà. Pourquoi on les attaque en effet? Parce que c'est de l'information. Cette information représente pour nous quelque chose, une valeur, et que ce soit pour les militaires, pour les civils, les individus, les entreprises. Par le cyberespace, il y a de la valeur, c'est de la richesse, ou c'est une capacité de production, d'action, et donc les autres vont essayer de nous empêcher d'agir, ils vont essayer de nous espionner, ils vont essayer de nous voler ces données, et donc nous, il faut s'en protéger. Et la difficulté aussi, c'est que pendant longtemps, en fait, le monde militaire a drivé les technologies, quoi, en fait, l'avion, justement, l'emploi militaire, le char et d'autres choses. Et puis on voit bien dans le domaine du numérique, finalement, ça s'est un peu inversé, et c'est le monde privé qui maintenant est en avance. Et le monde privé, en fait, la version de l'iPhone, elle sort très très régulièrement et ainsi de suite. Et on sait tous qu'on est un peu les bêta-testeurs, qu'ils veulent aller vite pour le vendre. Ils vendent du rêve, ils vendent des nouvelles fonctionnalités, mais ils vendent aussi des bugs. Et justement, tous ces attaquants cyber, eh bien, ils vont profiter de ces bugs, ils vont travailler. Et là, c'est des milliers de personnes qui sont chez certains compétiteurs stratégiques qui vont chercher justement les vulnérabilités, les bugs pour les exploiter. Et après, quand ils auront découvert, il y a ceux qui les publient et qui disent « Ah, il y a un bug là, il faudrait le corriger ». Et puis il y a ceux qui le gardent pour eux. Et après, on appelle ça justement ces vulnérabilités des zero day, justement, pour pouvoir être utilisés par les uns par les autres. Et c'est pareil aussi dans ceux qui disent « Attendez, il y a un bug » et qui le publient. Attention, parce que le temps qu'on le résolve, ce bug, eh ben, il y en a qui vont le profiter. Ils ne le savaient pas, ils le découvrent. Ah bah c'est super génial. Et puis il y a ceux, là aussi on rentre dans les subtilités, dans les ruses, les astuces. Il y a ceux qui vont piéger le package pour corriger le bug. Et vous allez télécharger la mise à jour pour résoudre le bug. Et en fait, il aura été piégé. Vous allez encore plus intégrer les éléments. Un autre à l'intérieur. D'autant que, bon, il y a péremption. Souvent, c'est la même personne qui font les deux. Hein. En général, elles ont trouvé la vulnérabilité, elles ont vérifié qu'elle marche bien avant de lancer l'alerte. Et je voudrais, sur le point d'orgue qui a été soulevé, de la finalité, de l'intérêt de l'information qui est produite par les satellites d'observation, par les avions, etc. Vous vous souvenez, grand moment de la France, au moment où l'armée, et il faut lui rendre il faut rendre à César ce qui lui appartient, où l'armée est capable de fournir à nos dirigeants, au pouvoir politique, des images satellites. Nous n'avions pas cette autonomie dans le temps, elle dépendait de nos alliés et néanmoins amis. Eh bien, vous vous souvenez du discours de Dominique de Villepin à la conférence des Nations Unies, la France, ce vieux et grand pays, etc., etc. En fait, à la base, c'est que nous avions acquis la maîtrise de la prise de vue satellitaire et des interprétations qui ont permis au pouvoir politique de savoir avant la fiole à l'ONU qu'on nous embarquait dans quelque chose qui ne tenait pas la route, mais peut-être... Voilà. C'est ça, c'est en fait ce qu'on appelait la deuxième guerre du Golfe. Il y avait la première guerre du Golfe dans les années 90, où justement on était tous allés parce que Saddam Hussein avait envahi le Koweït et donc il fallait les délivrer. Et puis après coup, justement, les États-Unis sont revenus en disant voilà, ils ont encore des armes de destruction massive, attention, puis ils ont montré la fiole en fait en disant voilà, des produits chimiques, technologiques qu'on ne savait pas trop, et ils voulaient voilà, nous associer à cela. Et justement, cette capacité, alors ça s'appelle capacité autonome d'appréciation de situation, capacité autonome de décision et capacité autonome d'action. Et ça, la France, justement, elle fait des efforts très importants. C'est pour ça qu'elle a l'arme nucléaire, justement, pour assurer sa propre défense et pour pouvoir, justement, jouer sur l'espace international et ne pas se laisser influencer par les autres. Mais là aussi, c'est pareil. Ça veut dire développer des technologies, mettre de l'argent, avoir des talents qui sont capables de faire cela pour pouvoir, justement, résister par rapport aux autres et dire « Ok, non, je n'y crois pas » ou éventuellement apporter
apporter des éléments autres, et ça c'est en effet assez fondamental. Donc vous venez d'avoir une définition de la souveraineté, capacité d'action, de décision et autonomie. Non, oui. Voilà. Donc Général Barbe, pardon. Deux remarques quand même sur... Premièrement, moi je retiens quand même que la coopération publique-privée elle est très importante dans le cyber, dans le numérique, hein, je dirais ça date. Et c'est un des piliers de maturité. Un pays qui coopère beaucoup en interne, en ses acteurs privés et publics, c'est la clé. Hein. Dans tous les grands pays, c'est le cas. Qui font de la cyber pour un but différent. La Chine, la Russie, les États-Unis, les grands pays qui ont une cyber qui tient la route, il y a une coopération entre le public et le privé. Ces histoires de séparation n'existent pas. D'autant plus, ça n'existe pas dans le domaine. Le deuxième point, c'est pour la guerre électronique et la guerre. Je pense, et la guerre électronique et la cyber, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de confusion là. La guerre électronique, c'est vraiment sur les supports. Voilà, le support. On attaque le support, le signal. Et par contre, la cyber, c'est le contenu, c'est les données qu'on attaque. Donc c'est les deux. Alors évidemment, quand on mixe les deux, c'est pour ça dans les armées, on a des unités qui font les deux, et c'est plus efficace. C'est-à-dire qu'on dénie le service, du coup on peut le dénier par en attaquant le support ou attaquant les données, les deux. Voilà, le processus de données. Le dernier point, c'est j'ai oublié d'ailleurs, je voulais dire un truc sur... C'était intervenu sur... Oui, c'est ça, sur les menaces. Dans la démarche, quand même, de toute façon, si dans les armées, on fait beaucoup de prospective. On n'en fait pas assez aujourd'hui. Dans les entreprises voient toujours à très court terme. Dans les armées, on le fait assez loin. On a des projets 2035, 2050, je ne sais pas où on en est actuellement. Et le but, c'est de détecter les menaces avant. Il y a toujours une course entre la menace et la défense. Et aujourd'hui, le système de défense qu'on a actuel est adapté au système de menace qu'on a vu il y a 5-6 ans. Donc, qu'on puisse réfléchir que très haut niveau, il y a une menace, c'est pas pour autant cette menace, ça va se traduire en attaque et sur un actif et sur une vulnérabilité des armées aujourd'hui, de l'État. Donc, je dirais, il faut vraiment avoir une approche un peu raisonnée dans ces affaires-là, parce que sinon, on se fait peur. Hein. L'hypervélocité, les armes à effet dirigé, on peut en citer comme ça, des tonnes d'armes qui vont arriver plus vite qu'on le pense, puisque en 50 ans, on aura fait plus avec l'IA qui est déjà là d'ailleurs, le big data, enfin les hypercalculateurs quantiques, on peut se faire peur, hein, honnêtement. On peut vraiment se faire peur aujourd'hui en disant, sauf qu'on a une course en permanence comme ça vis-à-vis des attaquants qui ont un peu d'avance, et pas tous. Mais en revanche, si on parle de cyber, on parle de risque, du coup, il faut quand même regarder si la menace elle est vraiment probable et si ça arrive, quel impact en face de quelle vulnérabilité et pourquoi faire. Voilà, il y a un coût efficacité aujourd'hui. Voilà, les menaces vraiment très très fortes, c'est quand même des grands pays avec beaucoup de moyens qui sont capables de le faire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas envoyer un truc dans le... Je suis plus à 40 000 km, je ne sais pas comment on dit ça, et puis attaquer les trucs. Et satellite, c'est pareil. Donc je voulais juste te dire ça. Attention dans la démarche, il faut faire peur, mais attention aussi, hein, la prospective, ce n'est pas la réalité du champ. Voilà. Mais il faut l'anticiper. C'est là où justement on a besoin de vous. Hein. Vous serez partie prenante de ça, cette prospective technologique, anticiper justement les technologies, notamment celles de rupture. Et notamment dans le domaine de la sécurité et la défense, là je parle pour ce que je connais davantage, typiquement l'arc, ça a été une rupture, pouvoir tirer à distance, enfin la lance, mais l'arc c'est encore mieux. Après évidemment on saute les étapes, le nucléaire, ça a été vraiment une rupture. Et aujourd'hui on voit bien que l'utilisation justement du numérique est plus loin, donc l'intelligence artificielle, là il y a une vraie rupture, quoi. Et dans le domaine cyber, justement utiliser des IA pour faire des attaques, utiliser des IA pour faire de la défense, pour identifier des comportements qui ne sont pas normaux sur des réseaux, parce qu'aujourd'hui on parlait avant des antivirus, on va comparer deux signatures, ouais c'est bon, mais il suffit de modifier un truc et ça passe au travers. Donc après on a modifié un petit peu avec des variétés et choses comme ça. Et aujourd'hui on est vraiment sur le comportemental. Voilà, est-ce que ce bout de code, ce qu'il fait, est-ce que les liens qu'il veut faire, est-ce que les éléments vers lesquels ils veulent pointer à l'extérieur de mon réseau, c'est légitime, c'est pas légitime. Et ça, un humain peut vérifier, mais si c'est une IA qui cadence et qui fait plein de scripts, ben, l'humain ne pourra pas le faire, quoi, en fait. Donc là aussi, on a besoin, et je pense que ça, c'est une rupture forte, de même que le quantique aussi peut être une rupture forte. Vous allez en parler, c'est ça. Le chiffrement. Ouais. Alors oui, ça l'est assurément parce que, par exemple, dans le domaine de la protection de l'information, ce qu'on appelle les équipements de chiffrement, on assure la confidentialité, mais aussi l'intégrité. En fait, tous ces algorithmes, pour certains, pour réussir à les casser, il faut 1000 ans.
par exemple, avec les ordinateurs les plus puissants d'aujourd'hui. Et le quantique va permettre justement en simultané d'aller très très vite et de faire en 3 minutes, grosso modo, ce qu'on mettait 1000 ans potentiellement à faire. Donc là, en effet, c'est une vraie rupture. Donc aujourd'hui, notamment les armées, mais aussi dans l'industrie, en s'appuyant sur des pépites et puis des grands groupes, on travaille sur des algorithmes post-quantiques, c'est-à-dire c'est des algorithmes qui vont permettre justement de résister à une attaque par des ordinateurs quantiques. D'accord. J'avais une question pour Julien. Donc extrêmement concrète, la question a été posée à propos de l'aérien. Aujourd'hui, dans le cyber, comment est-ce que vous abordez dans le spatial, l'aérien, comment vous les abordez avec les wargames de votre point de vue d'animateur, mais aussi du point de vue de celui des participants, pour un petit retour d'expérience Vous parliez de l'aérien. Il est vrai qu'il y a une difficulté à représenter. Alors le serious game, il y a le serious game qui comprend le wargame, donc la confrontation représentée sous forme de jeu. Le serious game, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas de la confrontation. Donc de mon point de vue, il y a le wargame qui fait partie de la famille du serious game. Et dans le wargame, donc il y a tous les exercices militaires. Et il y a ce qui est représenté physiquement comme un jeu de société, le descendant du Kriegspiel prussien qu'on a aujourd'hui et qu'on fait encore un petit peu. Et on a les simulations numériques. Il est clair que pour ce qui est de l'aérien, il est plus difficile de représenter sous forme de Kriegspiel que de simulation numérique. C'est pourquoi l'armée de l'air et de l'espace a mis plus d'efforts sur les simulateurs informatiques pour s'entraîner au pilotage, mais l'aviation légère de l'armée de terre aussi pour les hélicoptères. Donc les simulateurs de vol pour entraîner les pilotes à la prise de décision et tout ça. Donc ça c'est une chose. Donc le wargame de ce point de vue-là sur l'espace aérien, il est essentiellement de la simulation de vol, de mon point de vue. Alors oui, si vous me permettez, oui, mais en fait on va beaucoup aussi vers des simulations hybrides et multiniveaux. Donc en fait on va prendre des vrais avions que l'on va équiper avec des équipements pour pouvoir justement se connecter avec des simulateurs de vol. Et l'ensemble, en fait, va être connecté à des centres d'opération où, justement, ils auront planifié les opérations et où verront, finalement, les vrais avions, les faux avions apparaître sur les radars. Donc ça, aujourd'hui, ça devient possible. Avant, ça ne l'était pas parce qu'à un moment, il y avait interdiction de mélanger des vrais avions et des faux avions. Pour le contrôle aérien, on sait bien que c'est hyper dangereux. À un moment ou à un autre, tu dis, bon, c'est pas grave, c'est des faux, alors que ce sont des vrais, ça pose problème. Mais aujourd'hui, justement, la technologie le permet et la nécessité de travailler à plusieurs niveaux. Au niveau tactique, du pilote dans son avion, au niveau plus opératif, un théâtre d'opération, voire au niveau plus stratégique, globalement, par rapport à un théâtre d'opération, par rapport à d'autres éléments. Et c'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur des outils immersifs avec de l'immersion ou de la réalité augmentée, et donc vous pouvez voir justement les avions qui évoluent dans l'espace aérien en fait en mettant les lunettes qui vont bien, et donc ça peut être utile. Ce qui est très important derrière, mais je ne voudrais pas vous piquer des éléments et tout ça, c'est que tous ces simulations, ces serious games et ainsi de suite, en fait, on ne laisse pas les gens faire un peu tout et n'importe quoi. En fait, on va les forcer à prendre des décisions. On va les mettre devant justement des situations. On va voir s'ils ont compris ce qu'ils doivent faire. Et il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux plutôt bas. Est-ce qu'ils ont bien appris, bien compris ce qu'il fallait faire? Ok, pour décoller, il faut tirer sur le manche. Pour tirer, il faut pousser. Et puis après, il y a d'autres choses. Il y a plein de choses. Et donc ça, c'est très important aussi. Et c'est un vrai travail. C'est pour ça que c'est une vraie expertise de bâtir des exercices. Parce que moi, j'ai fait il y a quelques années, justement. Et on arrive, on dit, ok, qu'est-ce que fait votre simulateur et tout ça? Je dis, il fait ce que vous allez me demander qu'il fasse. Et qu'est-ce que vous voulez tester? Qu'est-ce que vous voulez comme apprentissage? Et parfois, on me dit, les gens ne savaient pas. Et voilà. En fait, il faut, dans 30 secondes sur la simulation, il faut avoir en tête la préparation d'un exercice. Je dirais, il y a l'exercice qu'on peut faire comme ça et pour apprendre action-réaction, pour que les gens réagissent sur des phases très, très concrètes. C'est très dynamique. Et puis, il y a l'exercice quand même dans lequel on fait des vrais scénarios, dans lesquels on intègre des événements cyber et qui arrivent en je dirais, des signaux faibles. Et ça fait travailler le renseignement, la chaîne complète de la manœuvre qui part du renseignement jusqu'à transformer le renseignement l'information, la transformer en renseignement. Ensuite, le renseignement, le mettre dans et comment on traite une cible ou comment on traite un événement, comment on se protège et comment on réagit. Et ça, c'est un peu plus compliqué, puisque dans les scénarios, pour que ça marche très bien, il faut que ça intègre un scénario réel, c'est-à-dire une opération qui est engagée au sol, par exemple. On dit le pays en face, c'est un pays qui a des bons moyens cyber.
On regarde à peu près tout ce qu'il y a à protéger et on fait réagir l'état-major, chacun dans son métier. Parce qu'après, les métiers, c'est pas les cyber, du coup, là, c'est les métiers. C'est-à-dire le mec qui est médecin, le mec qui fait du renseignement, le gars qui fait des appuis, le gars qui gère la 3D, la gère qui est la troisième dimension. Ben, on met des événements cyber comme ça, par petits morceaux comme ça. Et ensuite, il y a la cellule cyber de regrouper tout ça pour en faire une vraie info, un renseignement. On dit là, il y a une attaque cyber, parce qu'il y a 2 postes là-bas, 3 postes ici, un poste de l'autre côté du monde et autres. Ça, c'est plus compliqué à faire. Hein. Je dirais, il faut avoir conscience. Hein. Si on vous demande de monter un exercice au niveau d'une grande société, je me mets en garde quand même contre l'exercice qui peut sensibilisation un matin, on fait venir tout le monde dans la salle et là, on montre un petit peu, on tire un enseignement rapide, parce qu'un exercice de simulation, ça reste un exercice dans lequel il faut qu'il y ait un rétexte derrière, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il y ait des enseignements qui soient tirés, qu'on puisse dire là on était bon, là on n'était pas bon, comment on s'organise. Un exercice pour s'amuser, dans lequel ça peut le faire aussi, mais derrière dans lequel il n'y a pas d'enseignement, ce que disait tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit très, très bien encadré. Et voilà, donc c'est un peu le jeu. Hein. Parce qu'il y a trop de monde qui fait des cyber-games, j'en vois plein qui font sa sensibilisation. Les sensibilisations, c'est pas obligatoirement ce qu'on attend des fois. Donc vous avez compris que plus on veut être réaliste, plus on a parlé de retext tout à l'heure, plus on veut retirer d'informations d'un exercice, mais de retirer d'informations valides et utilisable dans un contexte réel, plus c'est difficile. Donc il y a plusieurs seuils. Comme je le disais tout à l'heure un peu facilement, on va du jeu d'arcade jusqu'au jeu hyper réaliste où on a une intrication d'aéronefs réels et d'aéronefs simulés. Oui. Et donc pour répondre à votre question très concrètement sur le point de vue d'animateur et de concepteur de wargame sur des sujets militaires et où il y a du cyber est présent. Très concrètement, je vais vous parler d'un exercice qui s'appelle Stratégicon LPM, qui a été commandé par la Direction de l'enseignement militaire supérieur, dont fait partie l'École de guerre et l'Institut des hautes études de défense nationale. Et donc, on anime plusieurs fois par an cet exercice-là, et qui vient sanctionner en fin d'année la scolarité des colonels en formation à l'École de guerre, pour faire très simple, les futurs généraux. Ce qu'on voit dans cet exercice, c'est comment est constitué le budget des armées. Okay, on reconstitue, avec les collègues, on a calculé, on a épluché la comptabilité publique, de quoi est constitué le budget des armées. Et on s'est rendu compte de la place qu'occupait la cyberdéfense dans le budget des armées françaises. On s'est rendu compte de quoi ? On a à peu près, à l'époque, la loi de programmation militaire précédente faisait 40 milliards d'euros par an. Le budget des forces consacrées à la cyberdéfense, donc en interarmée, toute unité confondue qui sont dédiées à la cyberdéfense, c'est 200 millions d'euros par an. Sur les 40 milliards. 200 millions d'euros par an. Dans notre simulation, l'échelle est à 100 millions. C'est-à-dire 1 pion égale 100 millions. La cyberdéfense, ça faisait 2 pions. Ça faisait 2 pions. Et on avait à côté de ça des énormes programmes d'armement comme le porte-avions du futur qui coûte des milliards et des milliards. On avait tout le coût d'exploitation de l'armée de l'air, le coût d'acquisition de nouveaux bateaux, les brigades de l'armée de terre, etc. Donc on avait 2 petits pions. C'était la cyberdéfense, c'était un petit peu plus que les fusiliers marins. Donc on est loin de la 4e armée qu'on pourrait imaginer. Deuxième élément, sur le plan de l'informatique, on a essayé de représenter les acquisitions de matériel, des dépenses de manière générale, des dépenses de matériel et de logiciels des armées, toutes armées confondues, par an. Travail un peu. La donnée n'existe pas, on a dû la calculer, la recouper. Nous, on a trouvé 1,2 milliard d'euros par an. Et en investissement, c'est ça, recherche et développement. Pour des étudiants qui veulent avoir une représentation, tous ces chiffres-là que vous échangez, quel est le message que vous voulez Le message, c'est que le budget annuel qui est nécessaire pour les armées à faire tourner le parc informatique et tous les matériels informatiques et électroniques est gigantesque, et que là-dedans, ce qu'on arrive à dégager pour les forces de cyberdéfense est marginal. Alors, sachant malgré tout, et en effet, dans le ratio, et puis donc, moi j'ai été commandant de cyberdéfense jusqu'à l'été dernier, et là actuellement je suis justement le DSI, donc je suis là en responsabilité justement de tout le parc informatique, de tout le parc de télécommunications. Non mais voilà, et c'est vrai. Mais en fait, les gens du cyber, ils ont besoin d'intelligence et ils ont besoin de logiciels. Ils ont besoin de quelques matériels. Mais en fait, ils vont travailler leur champ de bataille, c'est nos réseaux pour les défendre, et c'est
passer par l'Internet et éventuellement sur les théâtres d'opération, les réseaux des autres. Donc, entre guillemets, ils n'ont pas besoin de tôle, quoi. Il n'y a pas besoin d'un avion, d'un char, d'un porte-avions. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Mais malgré tout, et vous avez raison, le message c'est celui-ci, c'est de dire, OK, c'est bien de dire on fait des efforts, mais ces efforts, ils doivent se traduire à un moment par un budget, évidemment. Et surtout, derrière, ce sont le nombre de personnes, quoi. Combien est-ce qu'on a de personnes qui réellement mettent en œuvre tout ça, qui sont capables de concevoir des opérations défensives, offensives. Donc, vous voyez. Et il y a encore des efforts à faire, d'où justement le fait que la programmation militaire mette l'accent dessus. Alors certains diront que ce n'est pas encore suffisant, je n'irai l'avoir dit, mais c'est vrai que dans le domaine du numérique, finalement, les investissements en fait, sont relativement faibles, et même y compris par rapport au coût des licences. Mais là, c'est pareil, on a 250 000 ordinateurs. On a 250 000 ordinateurs, on a des dizaines de milliers de kilomètres de câbles qui sont à nous, quoi, en fait. On a des équipements actifs, là c'est pareil, on en a des centaines de milliers. Donc ça a forcément un coût, ne serait-ce que pour les avoir. En fait, additionner le prix d'un ordinateur et d'un smartphone, ça fait déjà un coût. Voilà. Mais, voilà. Donc l'élément déterminant, ce sera votre matière grise, donc vous êtes attendu par nos armées. Non, mais Général Barbe. Non, mais je voulais dire, dans 1,5 milliard, il y a aussi... on achète nos propres satellites. Il y a dedans le coût des satellites, quand même, ça coûte un bras. Les équipements intégrés, le système dans le porte-avions et tout, il faut mettre tout dedans. Faut, quand on parle des donc, choses, en fait, le matériel, ce que vous nous dites en deux mots, c'est que le matériel, le matériel purement je vais revenir militaire boucler sur la souveraineté. D'une bonne partie du budget. La souveraineté, ça a un prix. C'est-à-dire faire nos propres équipements, avoir nos propres satellites. Le satellite de renseignement dont parlait le général, ça a un coût. C'est pas donné. Le maintenir, ça a un coût. Donc la souveraineté aujourd'hui dans le satellite, parce qu'on va revenir un peu sur le sujet là, des satellites, du cyber en général et des câbles sous-marins, le satellite a toujours été quelque chose que les armées ont utilisé. L'armée de l'air en premier, je crois. Hein. L'armée de terre, ils n'utilisaient pas beaucoup. Quand on avait un combat dans lequel on déroulait comme ça, on avançait, on reculait, on avait des faisceaux hertziens en fait. On mettait des faisceaux hertziens, enfin des points à points comme ça avec du haut débit. On a mis satellitaire qu'on a fait du combat lacunaire. C'est-à-dire en gros qu'on a eu des zones qui étaient très, très éloignées les unes des autres. Le seul moyen de les connecter, c'était mettre du satellite. Voilà. Et c'est un moyen de les commander parce que le faisceau hertzien, si on mettait des relais au milieu, c'est une question aussi de distance, les mecs étaient en zone insécurisée. Donc on a mis du satellitaire partout. Et du très haut débit Syracuse pour nos systèmes un peu métiers. Après, on a utilisé Inmarsat. Tout détaillé, je sais pas. Parce que oui, non, je pense que pour des étudiants, ce qu'ils ont besoin de savoir et de connaître. Pour dire, entre le commercial et le... Non, je vais finir là-dessus. C'est pour dire là-dessus que les militaires utilisent du commercial, ont utilisé le commercial aussi au début. Beaucoup de commercial. Pour aller effectivement vers ces affaires de très portatifs qu'on avait à l'état-major. Et on a mis du haut niveau, on gardait les stations lourdes derrière. Alors, voilà. je voudrais, je vais vous donner la parole, les uns, une conclusion sur, bon, on a vu l'état actuel, on est entré dans les détails, une prospective. Donc, on a parlé de partenariat public-privé. On a parlé d'une proportion consacrée au cyber qui va être grandissante, puisque la nature des matériels et la densification de la troisième dimension, on a parlé du drone jusqu'au niveau de l'espace, se densifie. Donc, il va y avoir du logiciel et du matériel. Quel message à faire passer à des étudiants qui ont le monde de la cyber devant eux, s'il vous plaît? Eh bien, alors justement, ces enjeux, cette complexité, et être capable de comprendre un système complexe, justement. Et ça, vous étudiez ça, ces systèmes complexes. Mais pas uniquement sur le plan technologique. On l'a vu, les technologies évoluent, on l'a vu, à un moment, c'est porté par le privé, c'est porté par le public. La souveraineté, on voudrait tout avoir en propre, mais on n'a pas l'argent. Donc, à un moment ou à un autre, il faut regarder ce que font les autres. Donc, c'est ça, c'est comprendre cette complexité et trouver les justes équilibres entre le niveau de risque que l'on prend, le niveau de performance que l'on va avoir, avec qui on veut travailler. Si on travaille tout seul, on sera forcément limité. Si on travaille avec les autres, on sera plus fort, mais on peut prendre des risques. Ils seront peut-être pas là au moment où on en aura besoin. Donc voilà, donc c'est ça qui est important, je pense, à intégrer, c'est que le numérique, il est partout, à titre professionnel, individuel, collectif et ainsi de suite, dans les armées à fond. Donc comme le numérique est là, l'enjeu cyber, il est là partout. Donc il faut être capable de le maîtriser, de le comprendre, et après il faut être capable de le rendre accessible aux autres, quoi. Et comme on l'avait dit en introduction, il faut qu'au-delà de la technologie, vous soyez capable de quantifier le risque, l'impact métier. C'est ça, le métier, il faut parler métier, et vous êtes des traducteurs justement entre une technologie, la manière dont on va l'utiliser, et après tout ce qu'on va pouvoir en faire à l'extérieur. Donc le métier de l'ingénieur, c'est pas uniquement de l'expertise purement technique, c'est aussi d'être le point d'articulation entre ceux qui vont utiliser et décider
et l'expertise technique. Et ça, c'est vraiment très important, je le dis. Chaque fois, j'ai pendant plus de 10 ans dirigé un cabinet de conseil où on recrutait à la sortie des écoles, faire comprendre que la différence entre technicien supérieur et un ingénieur, l'ingénieur, il doit faire de l'ingénierie technique, si certainement très pointue, mais il doit aussi faire de l'ingénierie au niveau du conceptuel qui doit passer à des gens dont le métier n'est absolument pas la cyber et qui gèrent des risques, entre autres cyber. Général, et je ne l'ai pas dit, évidemment, les armées recrutent, le cours de la cyberdéfense. Si vous voulez faire des cyberattaques sans rentrer en prison, venez. Et si vous voulez venir naturellement de cloud aussi, venez aussi à la DRSI. Ce que je voudrais dire, moi, évidemment, je suis d'accord entièrement avec le général ici. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. La notion de risque est importante. C'est menace, ça ne veut rien dire. Vulnérabilité, ça ne veut rien dire. C'est vraiment menace, vulnérabilité sur un actif. Alors, peut-être qu'on fait de la cyber, ayez ça en tête. Vous pouvez chercher plein de choses. Prioriser aussi vos actifs, c'est ce qu'il faut sécuriser. Ou sécurisez pas tout, sinon ça vous coûte vraiment cher de tout sécuriser. Et puis la sécurité, c'est aussi un équilibre entre mesures. On ne veut pas accumuler des mesures de sécurité, on fait de la sursécurité, on fait de la sous ailleurs. Donc vraiment, c'est une question d'équilibre. Parler budget, question de parler au patron, c'est ça. Et puis le dernier point qu'il faut avoir en tête, et c'est un peu le message que je voulais passer à travers les architectures qu'on met en place, sont extrêmement complexes, et que la supply chain aujourd'hui, la chaîne logistique, on n'ira pas vous chercher dans nos armées, sur notre réseau SD hyper sécurisé. On ira là où, effectivement, où c'est notre point faible. Je ne vous le dis pas, mais c'est la chaîne logistique. Tous les systèmes sont ouverts. Toutes les entreprises ont des systèmes fermés et ouverts. On va rarement chercher une entreprise, système bancaire, sur son cœur de métier, qui est hyper sécurisé. On va chercher vers celui qui est le fournisseur, le prestataire, le développeur, le jeune qui est parti, qui a oublié, on n'a pas enlevé ses droits d'administration, par exemple. Ça, c'est les risques qu'on a. Donc aujourd'hui, le problème, c'est une approche globale de la cybersécurité, pas une approche trop technique, mais une approche qui allie vraiment l'organisation et la technique. C'est comme ça qu'on fait une cybersécurité efficace, avec beaucoup d'équilibre entre le besoin qu'on a en performance des systèmes et en même temps en contrainte de sécurité. Voilà. Donc le message, c'est vraiment rester humble et avec la volonté d'être utile, mais ne jamais se croire indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un écosystème qui a ses contraintes, qu'elles soient économiques, stratégiques, etc., avec toutes les nuances qui ont été apportées par les généraux. Julien, un dernier mot. Ouais, moi, j'aimerais enfoncer le clou sur le recrutement dans les armées. Moi, j'interviens régulièrement dans les écoles de relations internationales. Ils me demandent où est-ce qu'on peut trouver des stages, et je leur explique quels sont les recruteurs dans les armées par rapport à leur profil. Ils me disent, mais comment on fait pour rentrer dans le renseignement ? Comment on fait ? Je leur dis, mais je suis désolé, mais à la DGSE, ils recrutent que des techniciens et dans le cyber. Donc ça tombe bien pour vous. Si vous voulez aller à la DGSE, ça recrute. La direction du renseignement militaire aussi, on parlait d'autonomie stratégique. Seconde guerre du Golfe, la première guerre du Golfe a donné naissance à la création de la DRM. Jetez un coup d'œil aux fiches de poste à la DRM, basée à Ballard, état-major des armées, avec un site à Creil dans le nord de la région parisienne. Et c'est là où se passent toutes les opérations spatiales, etc. Il y a des choses passionnantes qui s'y font. Il y a des postes vraiment très intéressants. À Rennes, il y a le pôle de cyberdéfense. Comme cyber. Hein. En deux mots, l'armée vous attend. Oui, il y a voilà. des choses passionnantes à faire pour vous. Donc dès demain, vous pensez bien que les représentants de l'institution qui sont là auront un œil attentif sur les lauréats du Capture the Flag que vous organisez. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Et bien sûr, merci à nos intervenants. Voilà.